Ok. Salut à tous, c'est STO, je vous retrouve ce soir dans l'émission Bête du jour. Donc ce soir pour l'émission, on n'est que 3, donc je suis en compagnie de Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Et aussi un petit nouveau, nous sommes en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut à tous. Donc ce soir, au sommaire de l'émission, donc on va parler du Stade Toulousain et du top 14 et en deuxième partie de l'émission avec un nouveau format qui sera une sorte, on va dire, un peu de radio libre. On va un peu débattre d'un sujet qu'on prend dans l'actualité récente. Donc ce soir, ça sera la liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France. Donc avant ça, comme d'habitude, on va passer un récap sportif du week-end. Donc en sport mécanique, on a la Formule 1, c'était en Malaisie ce week-end. Donc c'est Ricciardo en première place devant Verstappen et Rosberg. Pour le foot, on a samedi, on a le Bayern qui bute face à Köln 1-1. Dortmund qui suit une défaite contre les Leverkusen 2-0. Monaco qui passe 7 buts à Metz, donc je crois que c'est le record de buts à l'extérieur pour Monaco, et même je crois de la Ligue 1. Le PSG il confirme la forme du moment tranquillement 2-0 face à Bordeaux. Et Montpellier est accroché face à Dijon 3-3. Pour la première ligue de dimanche, Manchester United bloque encore face à Stoke 1-1. Arsenal s'impose en toute fin de match 1-0 contre Burnley avec un but plus que litigieux de Koscielny. Tottenham s'impose 2-0 contre City. Schalke s'impose 4-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Impossible de prononcer. L'Atlético Madrid gagne 2-0 face à Valence. Le Real Madrid bloque face à Eibar 1-1. Et la grosse surprise, entre guillemets, c'est le Celta Vigo qui s'impose 4-3 face au FC Barcelone. Pour le rugby, on a le match nul de l'Aviron Bayonnais face au Loup 22-22. La victoire de Clermont face à Castres 29-19. La victoire du Stade Toulousain qui fait du bien 31-3, donc on va en parler ce soir. Et après dimanche, la victoire du Stade Français 31-26 face au Stade Rochelet. Et Toulon qui déroule encore 28-6 face à Montpellier. Donc on va passer au sujet de ce soir. Donc ce soir on va s'axer, enfin on va partir sur 3 axes de débat. Donc le premier ça va être l'homogénéisation du niveau en top 14. Le deuxième ça sera, on va partir sur le Stade Toulousain, donc on va parler d'une équipe qui a été fragilisée par le départ de Guy Novès. Et ce départ fragilisé ça a été renforcé aussi par des cadres qui vieillissent. Donc pour l'homogénéisation du top 14, ça s'observe depuis 2-3 ans. Donc le niveau top 14, il se stabilise depuis 2-3 ans parce qu'on remarque qu'à la fin de la saison 2013-2014, il y avait seulement 4 points qui séparaient la 3e place de la première place. Et en 2014-2015, il y avait seulement 6 points qui séparent la 4e place de la première place. Tandis que si on repart 2-3 ans en arrière avec la saison 2011-2012, il y a quand même plus de 13 points qui séparent la 3e place de la 2e. Et en 2012-2013, c'est plus de 10 points entre la seconde place et la 3e place. Donc la stabilisation des écarts, c'est dû grâce au bonus offensif et défensif. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, une victoire bonifiée, c'est un bonus offensif. C'est donc cette saison, parce que les règles changent assez souvent, c'est 3 essais de plus que l'autre équipe. Et le bonus défensif, c'est de perdre avec 5 points de moins, enfin de 5 points ou moins face à l'autre équipe. Donc le bonus défensif, c'est 1 point en plus des 4 points de victoire. Donc ça lisse le jeu et ça permet aux grosses écuries de ne pas pouvoir prendre large et les écarts entre niveaux ils sont moins marqués. Et en fait, ce qui fait que le niveau du top 14 il s'homogénéise, et ben en fait c'est que c'est une ligue ouverte, donc avec une relégation en ligue inférieure pour les derniers du classement. Donc les équipes elles préfèrent assurer un bon résultat, une victoire sans saveur plutôt qu'une défaite avec du spectacle. Donc un match qui sera gagné 3-0 ou 50-0, ça revient le plus souvent au même si on ne compte pas les bonus. Donc messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, Romain ou Benjamin, si... Je vais commencer. Donc non, mais moi je suis totalement d'accord avec tes arguments, mais en plus de ça, on a aussi le fait qu'il y a il y a les test matchs et les matchs internationaux pendant le championnat et qu'il n'y a pas de trêve, ce qui fait que les gros cylindrés des championnats peuvent perdre jusqu'à 13-14 joueurs, pendant que les petits, entre guillemets, ils perdent beaucoup moins de joueurs, ils n'en perdent pas du tout, ce qui fait que souvent les grosses envoient les jeunes à la boucherie et ça permet aux autres de récupérer des points, donc de lisser le niveau. Et tu as aussi vu que le top 14 est quand même une grosse ligue, il y a qui génère beaucoup d'argent. Il y a les test matchs, les matchs internationaux regardés pendant la numéro 1 au championnat et qu'il n'y a pas de trêve. Ce qui ça leur permet d'attirer les stars. Les gros cylindrés des championnats peuvent faire jusqu'à 13. Et Océanienne,
Ce qui fait que ça fait que le niveau, ils sont entre guillemets, chaque équipe a un peu une star ou un mec qui a pas mal de sélection dans sa sélection et qui est même un pilier. Ce qui fait que l'un dans l'autre, le niveau, même si tu as toujours 2-3 grosses têtes, le niveau s'équilibre un peu parce que les petits recrutent assez bien et les gros, à part 2-3 qui recrutent un peu bien, ça stagne avec tout ça, avec le roulement, avec les tests match, les sélections et tout ça. C'est ça. Romain, un petit mot. Oui, alors comme tu le disais, le calendrier difficile, il y a, on l'a surtout vu l'année dernière avec justement la Coupe du Monde. Sur la même saison, il y a eu la Coupe du Monde et le tournoi de destination. Donc c'est jamais facile pour les grosses équipes. À Toulon, l'année dernière, il leur manquait, je crois, 18 internationaux, ce qui est énorme pour un club. Une équipe complète plus des remplaçants, quoi. Ouais, voilà. Surtout quand on voit. Donc voilà, ça oblige en fait les équipes à énormément recruter à l'intersaison. Donc voilà, il faut une équipe A, on va dire, aussi bonne que l'équipe B. Voilà, il faut avoir limite 2 équipes où tu n'as que des stars. C'est ça ce qui pousse. Et puis voilà, après, il y a cette tactique de rester invaincu à domicile. Ça, on le voit chaque année. Il y a toujours des trucs comme ça. Voilà. Grenoble ou Jonas, où on le fait ça. Ils envoient les enfants à l'extérieur, à domicile, ils plantent le bus et ils gagnent 8-5, 12-4. C'est ça. On fait tourner quand on joue à l'extérieur. Et après, on garde la grosse équipe pour les sorties, pour les matchs à domicile. Ouais, voilà. Pour les matchs à domicile. Ouais, parce qu'après, voir un Bordeaux-Bègles se prendre... aller jouer à Clermont en journée 5 et se prendre 40-16, alors qu'à domicile, ça tient la baraque, on sent bien qu'il y a une envie de garder du joueur au frais, quoi. Ouais, surtout Bordeaux, je dirais, c'est même les spécialistes dans ce genre, parce qu'ils sont capables... autant à l'extérieur, on peut se dire, mais les mecs, ils jouent la relégation. Alors que à domicile, ils sont vraiment capables de mettre des tollés à Toulon, à Clermont. Oui, c'est la forteresse à domicile. Voilà. Ça joue bien au rugby en plus, Bordeaux à domicile. Ouais. Ah, mais après, le top 14, c'est un bon niveau de jeu. La plupart des équipes ont un bon niveau de jeu. Bon, après, il y a toujours les promus qui arrivent d'une Pro D2 qui est quand même assez bien fournie, mais... En général, le niveau du top 14 moi je trouve, de mon point de vue personnel, ça avait un beau niveau de jeu il y a quand même 3-4 ans, mais maintenant les physiques, enfin les équipes, il y a tellement plus d'écart entre les masses physiques que les matchs sont vraiment équilibrés, à part vraiment des matchs qui vont à sens unique, mais la plupart des matchs soit sont des matchs serrés ou des matchs où les qualités de buteur, ça devient primordial d'avoir un bon buteur, et ça va nous faire basculer sur le deuxième sujet, enfin le départ de Guinoves qui a fragilisé Toulouse. Donc déjà, le départ de Guinoves, ça sonne quand même comme un grand coup dans l'histoire du Stade Toulousain, parce que c'est quand même plus de 27 ans passés au club en cumulant la carrière de joueur et de technicien, en rajoutant à ça le fait que le président Bouscatel, il arrive en fin de contrat en 2016, je crois, et que finalement ça va être 2017, mais ça a créé des tensions au niveau des actionnaires et du staff, et sans compter que depuis en 2015, le Stade Toulousain, c'était déficit compris entre 1,5 million et 2 millions d'euros, donc c'est plus le Stade Toulousain qu'on connaissait avant. Mais ça se voit quand même aussi au niveau de l'affluence, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des problèmes d'affluence au stadium, alors qu'avant c'était un stade quand même bien rempli. Surtout, j'ai l'impression comme qu'ils n'ont pas du tout préparé 2-1 l'après Noves, et 2-2 le fait qu'il y a des équipes qui reviennent sur le devant de la scène. Tu as Toulon, tu as le Racing Métro, et ils ont pas le MHR, et ils n'ont pas du tout préparé ça. Donc les mecs, ils sont un peu pris au dépourvu. Ils recrutent mal, ils recrutent pas bien. Ils ont beaucoup d'erreurs de casting. Ils ont un jeu qui est brouillon. Donc ils ont essayé de faire une équipe de broc et de briques. Ils se disaient, bon, on a toujours été les premiers, même si on change Noves, on prend Mola, qui est un peu un enfant du club, ça va le faire, ça va passer. Et non, parce que le top 14 a beaucoup évolué, et on peut plus gagner parce qu'on est les meilleurs ou parce qu'on a les meilleurs joueurs. Faut une équipe derrière, faut un bon coach, faut des bons buteurs. Donc quand tu as 2-3 erreurs de mercato, et en plus ça, quand tu perds beaucoup de joueurs
et que tu en recrutes pas, bah ça fait des accidents industriels comme on est en train de le vivre. Ouais, c'est sûr. Surtout, le gros problème. Oui, vas-y, Romain, vas-y. Romain. On a perdu Romain. Romain, on a Je sais perdu. pas s'il est là. Bon, on a perdu. Peut-être, allez, je dirais il y a, je sais plus quand, c'était... Voilà, il y a 2 ans, le stade est allé en demi-finale du top 14. Mais bon, sinon, après, c'est en train de régresser à vitesse grand V, donc ça devient de plus en plus inquiétant là pour le stade. Et voilà, en plus, après, René Bouscatel est en train de... Voilà, il s'accroche. Il a du mal à tourner la page. Quand la page Bouscatel-Noves, quand elle sera tournée, peut-être que ça sera un nouveau départ, mais on sent encore quand même pas des séquelles, mais des faiblesses dues à ces mouvements internes du staff et du... C'est le genre de personnage qui veut pas lâcher le truc, quoi. Ils sont accrochés, ils ont connu la gloire avec le club, ils ont du mal à laisser la main à quelqu'un d'autre qui pourrait permettre de pérenniser, de relancer un cycle. Parce que normalement, quand Noves part, ça devait être toute l'équipe Noves et tout ce qu'il y avait autour de Noves qui devait partir et laisser Mola, des nouveaux actionnaires, un nouveau président, des nouvelles personnes, remettre un nouvel allant à cette équipe. Et là, en fait, on a fait partir Noves, on a fait du neuf avec du vieux, il y a peu de postes qui ont bougé, on ne recrute pas beaucoup, ce qui fait que le club se nécrose à l'intérieur parce que, entre guillemets, quand il faut relancer, il n'y a personne. Parce que les mecs, quand ça fait longtemps que tu es dans un club, tu as du mal à te remettre en question, à relancer quelque chose, à te mettre en danger parce que tu es dans ta routine à toi. C'est ce qui est en train de se... Oui, comme tu parlais de relancer un cycle, ça nous fait basculer du coup sur le fait des cadres vieillissants. Le Stade Toulousain, voilà, on a des joueurs comme Sensus Johnston, 35 ans, il tient un contrat jusqu'en 2018, mais voilà, 35 ans, 2018, ça lui fera 37 ans, il sera pas loin de la retraite. Après, on a, qui c'est qu'on a aussi? On a Pato Albacete, voilà, deuxième ligne, super deuxième ligne, en contrat jusqu'en 2017, donc l'année prochaine, ça lui fera 36 ans. On commence à avoir des cadres du Stade Toulousain qui ont porté l'équipe un moment et qui commencent à manquer parce que voilà, on voit comme on a Pronouf qui nous dit sur Twitter, Toulouse a besoin d'un vrai leader, on sent que Picamol n'a pas été remplacé. Je sais pas, messieurs, si vous avez regardé le recrutement, le mercato de Toulouse cette année, mais c'est catastrophique. Au niveau des départs, j'ai les départs devant moi, c'est catastrophique. On a Muller qui part, Tialata, Flynn, Miloszewski, là on arrive dans le gros. Après, on a Harry Nordoki, Picamol. Rien que Harry Nordoki, Picamol, c'est des cadres qui, dans une équipe, quand ils partent, c'est énorme. Poitrono et Clerc qui étaient des enfants aussi du pays, avec Matanavou qui s'en va aussi, Matanavou qui a quand même apporté à Toulon, à Toulouse, pardon, qui a su apporter à Toulouse quelque chose à chaque fois. Le vrai problème, c'est comme tu as dit, c'est que on voit, c'est toujours le même problème. Ils ont du mal à prévoir et anticiper le départ. Tu vois, le vrai problème, c'est que même quand il faudrait anticiper, quand tu vois que tu as un cadre vieillissant, il faut essayer de mettre un jeune et le faire jouer de plus en plus et lui faire grandir dans le club, on ne sait pas faire. Ils ont du mal à laisser la place, peut-être parce qu'il n'y a pas le réservoir, et peut-être parce que les mecs qui sont en place n'ont pas l'envie ou l'ambition de laisser la place à plus jeunes. Tu vois. Mais pourtant, on n'a pas des très bons joueurs. Quand je dis on a, c'est au Stade de Toulousain, parce que je suis à Toulouse, voilà, dédicace. Mais on a des joueurs qui sont en espoir, qui sont quand même pas mal. On a Julien Galland qui a 25 ans, c'est un beau bébé, 1m93, 120 kg en troisième ligne quand même, 120 kg en troisième ligne. C'est une belle bête. C'est une belle bête, quoi. Il faut le faire. Après, on a Arthur Bonneval aussi qui a un espoir, ça peut apporter de la fraîcheur. Mais ou aussi Yakubu Kamara. Mais après, je pense que c'est un manque de suivi qui peut amener à avoir une relève qui est pas au niveau escompté. Tu es sur un cercle vicieux. C'est le truc qui est là. Pour pouvoir lancer les jeunes et que le jeune puisse se développer et prendre du galon, faut que le club tourne bien, qu'il y ait des automatismes, que tu aies des piliers et des mecs qui sont là, qui c'est les cadres du vestiaire et des cadres sur le terrain, qui répondent tout le temps présent et qui te permettent d'avoir un roulement, même si, entre guillemets, les joueurs qui sont mobilisés et qu'on peut changer autour, on peut les changer. Dis-moi. Oui.
Non, mais t'as totalement raison. Si on peut avoir des pépites dans le centre le centre de formation ou dans les clubs alentours, parce que voilà, la région toulousaine, enfin les clubs du sud, C'est quand même du sud-ouest, c'est un bon réservoir un talent. à talent, oui, même à talent ou même à joueurs qui sont pas obligatoirement des joueurs qui seront joueurs stars, mais Des bons qui apporteront dans l'effectif. Pour moi, Julien Galland sera jamais un joueur star. Après, peut-être je me trompe, il a déjà 25 ans, donc il a apparu quand même quelques fois au Stade Toulousain. Il a son contrat jusqu'en 2017. Mais quelqu'un comme Julien Galland dans un effectif, comme titulaire, même sans être un joueur star, ça sera un titulaire qui, pour moi, va s'affirmer, devenir indiscutable Mais au ça fur fait et à mesure des années, dans quelque équipe qu'il soit. 25 ans, ça fait tard, tu vois, pour être lancé en top 14, s'il n'a pas eu de responsabilité avant, ça fait tard, pour moi. À 25 ans, préparer une relève avec des mecs qui ont 35, 37 ans, quand tu as 25 ans, ça fait tard. Tu vois, tu prends du retard, ça va être fait dans la précipitation, le mec il aura peut-être pas les épaules il aura pas été préparé, et si tu le lances, entre guillemets, directement en titulaire et en cadre, le mec tu vas le faire exploser. C'est ça le problème. C'est sûr, c'est sûr. Donc je sais pas si on a récupéré Romain. Oui, je suis là. Ah. Ah, on avait perdu notre Romain. Donc Romain, si tu as quelque chose à apporter par rapport au mercato ou même au cadre vieillissant du Stade Toulousain. Je sais pas. Non. Non, je pense que vous Non. avez tout dit. Sinon, je reviendrai peut-être si quelque chose me revient. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Mais alors, on va clore sur la partie rugbystique de cette émission. Donc, je vous propose, messieurs, de basculer sur le deuxième sujet de ce soir, enfin la petite partie radio libre où on va parler un peu de tout, mais en priorité quand même de la liste de Didier Deschamps pour les qualifications de la Coupe du Monde, donc avec aussi l'affaire de Jérémy Mathieu on va en parler je pense, donc je laisse l'honneur à Benjamin qui est notre consultant foot attitré de commencer. Bah écoute, la liste, c'est du Deschamps, quoi, c'est du classique. On pourra dire oui, Laporte. Moi, pour moi, déjà Laporte physiquement, il a quand même une petite blessure, il a quand même 2-3 alertes. Je pense il le prend vraiment plus pour le bloquer, il va le faire entrer à la 93e minute, pour dire voilà, il est avec l'équipe de France, il pourra pas jouer avec l'Espagne, et c'est pas sûr que c'est pas un profil adapté à Deschamps. Donc pour moi, il l'a pris parce que Laporte, il a fait son jeu, qu'il a fait la pression, et comme on a vu le gré derrière, du dire prends-le, il va nous passer sous le nez. Mais sinon, la liste des 23, c'est du classique. Après, moi, je trouve ça Oui. partir encore avec du Cabaye, tu pars encore avec du Sissoko, même si moi, je les aime beaucoup, ces joueurs. Il te faudrait du nouveau. Tu ramènes toujours un Gignac. Enfin, il te faut. J'allais en parler de ton grand amour Gignac. Non, C'est vrai. c'était très très bien pour l'Euro. Ça nous a fait plaisir. Voilà. Maintenant, tu as 2 ans pour construire un groupe qui devra être en place pour l'Euro. Si tu prends personne et que tu remplaces personne, et à 6 mois, tu te dis peut-être si on va faire des essais, c'est pas bon. Parce que déjà, en équipe de France, tu n'as pas beaucoup de temps pour faire un groupe. Si tu prépares pas bien en amont, pour créer quelque chose, on va pas y arriver. Et on va avoir le même problème qu'à l'Euro, c'est qu'on n'aura pas de fond de jeu, on va essayer de reposer sur les individualités, et ça passera pas parce qu'on n'aura peut-être pas la chance au tirage qu'on a eu à l'Euro. Je suis défaitiste. Non, mais après, c'est la vérité. Après, moi, je reviens sur le cas Gignac parce que j'ai vu... Enfin, toi, tu fais partie des gens qui l'apprécient Guillaume, mais moi, Gignac, c'est quelqu'un que j'adore. Enfin, moi, depuis qu'il est parti au Mexique, pour moi, il s'est pas, je vais pas dire qu'il s'est révélé, mais au Mexique, il est dans son élément. Après, on pourra dire ce qu'on veut. Le Mexique, c'est pas la France. Le Mexique, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais bon, faut pas oublier que si Gignac marque son but en finale, je crois que c'était en finale, s'il marque son but en finale, il aurait été idolâtré, alors que là, il prend un poteau malheureux et au final, on va pas dire qu'on y en veut, mais au final, les gens, ils l'ont en travers, quoi. Non, moi franchement, Gignac, ça fait quand même longtemps que... En fait, j'ai rien contre l'homme, c'est un mec très sympa. Et en fait, pour l'Euro, il en fallait. Il fallait ce troisième attaquant qui rentrait en bout de match, qui servait à pas grand-chose et qui te mettait le bonne ambiance dans le vestiaire. Il a fait le travail, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est très très bien. Maintenant, il te faut quand même 3 grands attaquants devant. On peut pas garder le mec qui fait plaisir. C'est pas possible. On peut plus s'imaginer en se disant, voilà, on prend Gignac parce que ça fait du bien, il casse pas les couilles dans le vestiaire, et on le fait rentrer parce que sur le terrain, il apporte pas grand-chose. Enfin, Gignac, c'est tout le même. Il croque beaucoup, même au Mexique. Après, les défenses au Mexique, c'est pas la folie. Pour ça qu'il marque autant, il s'est régalé, c'est très bien pour lui. Je suis très très content, parce que je suis supporter marseillais. Je suis très 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 content qu'il s'éclate au Mexique. Il le mérite, c'est un vrai bon gars. Mais maintenant, il n'a pas le niveau pour le DF. Il n'avait pas quand il était en France.
il est quand même très limité. Il n'a pas quand il est au Mexique. Pour moi, j'arrivais à comprendre et à légitimer sa sélection pour l'Euro, parce que ça allait dans une logique de groupe. C'est une logique où Deschamps partait avec une équipe qui était mauvaise et qu'il a essayé de prendre des mecs qu'il connaissait un peu pour essayer de modeler tout ça avec des caractères qui permettaient de valoriser un groupe. Mais là, on peut plus garder un mec, tout ça, parce qu'il est souriant et qu'il va bien. C'est pas possible. Alors, juste, je t'interromps, Benjamin, parce que là, j'ai Anthony et Prolouf qui viennent me dire que Kempembe, il remplace Mangala qui a une alerte à la cuisse. C'est magnifique. Donc, grande première pour Presnel Kempembe du PSG qui va remplacer Mangala, parce qu'il touche à la cuisse droite avec Valence ce dimanche. Bah, franchement, je suis très content. Après, franchement, moi, entre Kempembe, j'aurais peut-être pris un Lucas Hernandez, même s'il joue pas beaucoup à l'Atlético. C'est un mec qu'on a vu beaucoup la semaine dernière, qui a fait quand même, je crois qu'il a fait son premier match en pro en quart de finale de Coupe de Ligue des Champions avec contre le Bayern, je crois que c'est ça. Et le mec, il sort un match de folie, quoi. C'est costaud, le garçon. Mais non, mais je suis très très content pour lui. Kempembe, c'est un très très bon jeune au PSG. Donc il commence à avoir pas mal de temps de jeu, donc c'est bien. Après, il commence à avoir sa place. Ouais. Mangala, il s'installe tranquillement. Mangala, Mathieu, sur le début de saison, Mathieu, c'est sur ses 2 dernières saisons, il est lamentable. Franchement, je sais même pas comment il est titulaire. Enfin, il peut jouer aussi régulièrement au Barça. Je crois que il est nul. Et en plus de ça, sur le début de saison, Mangala, il est vraiment pas exempt de tout reproche. Il arrive à Valence, il a joué 4 matchs, il me semble. Et 4 matchs vraiment mauvais. Après, voilà, Valence, c'est un contexte un peu particulier. Il vient d'arriver, il est parachuté, mais il est vraiment pas rassurant. Donc, c'est mieux qu'on essaye un jeune que de le prendre lui. Oui. Moi, je te rejoins sur ton raisonnement. Après, Valence, si on peut en parler, c'est début de saison quand même particulier. Ouais. Et là, ils ont enfin pris un coach. C'est beaucoup de problèmes en interne. Donc, c'est un mercato qui est vraiment pas géré. Donc, on va dire que l'environnement n'est pas bon pour réussir à faire quelque chose. Donc, on verra pour la suite. Mais je pense qu'ils vont accrocher une 8e place et ça leur fera plaisir à tout le monde. Mais c'est sûr. Mais moi, en ayant vu le match de dimanche contre l'Atlético Madrid, Valence, ça a quand même, c'était pas mal, parce qu'ils sont pas fait non plus. Ils ont eu quelques belles occasions quand même, parce que. Alors, on dit Alves. Oui, c'est sûr que oui, j'allais venir. Le mec, c'est un mur, quoi. C'est la kryptonite de 18, il a arrêté de l'Atlético Madrid, mais il fait bien. Après, voilà, il fait le taf. Bon, après, 2 penalties. Après, de toute façon, c'est le cours du jeu, bon. mais. 3 en une semaine. Il y a Mangala qui a une belle occasion à la 89e. Ça aurait pu faire mouche. Bon, après, Gamero en plante un deuxième à 93e, mais ça se défend. Ça s'est défendu, moi, j'ai trouvé. Mais c'était mieux que le début de saison que j'ai vu. Ça grandira parce qu'après ils ont changé beaucoup de joueurs, ils ont un mercato qui a beaucoup bougé. Donc avec le temps, ça viendra. Prandelli va arriver, je pense qu'il va mettre un jeu un peu basé sur. Il va mettre un jeu très très simple et simpliste avec peut-être un 4-4-2 ou un 4-3-3. Mais il cherchera pas grand chose. Il va essayer de rassurer tout le monde parce que dans le fond, l'effectif, il y a quand même de très très bons joueurs. Après, c'est un effectif qui est très déséquilibré et un peu fait de briques et de broc à la fin de mercato. Mais sur le papier, il mérite pas cette place-là, c'est sûr. Mais oui. Quelque chose à rajouter, messieurs? Oui, vas-y, Benjamin. Non, Alves, je crois qu'il a fait 18 victimes en Liga. Il a arrêté 3 pénaltys ouais. en une semaine. Il sauve le 2-1. Valence mène 2-1. Le Ganes, c'est un pénalty, il l'arrête, ça leur permet de gagner le match alors qu'ils étaient vraiment pas top. On va dire, Alves, c'est quand même monsieur pénalty en Liga. Il a arrêté à Serre, il a regardé à Messi, il a fait Grisi, donc il a arrêté un nombre de pénaltys assez monstrueux vraiment. Il me semblait avoir vu que c'était 19 pénaltys arrêtés sur 41 concédés. Ouais, non, c'est... Sur 41 pénaltys, pardon. Donc c'est presque la moyenne, mais après c'est énorme c'est plus 50% presque. C'est énorme. C'est sa spécialité. C'est un mec, quand tu l'as en face de toi, tu dis les attaquants tremblent. Bah ouais, on l'a vu, 2 pénaltys arrêtés dans le même match, on n'en verra pas toujours. Je pense qu'on ne va pas en voir tout le temps. Donc messieurs, si vous avez rien à rajouter, on va se quitter sur ça ce soir. Donc merci à vous d'avoir participé. Au revoir Benji. Au revoir. Et au revoir Romain. Salut. Au revoir.